me suis ramassé sans abri cet été-là. Je suis allé vivre chez les frères de la Petite Croix dans Charlevoix, qui est un monastère, même si je suis zéro religieux, parce qu'ils t'hébergent gratuitement si tu fais la vaisselle puis tu fais des travaux autour du monastère. Puis à un moment donné, si jamais un jour tu as de l'argent, ils t'invitent à refaire un don, tu sais, pour les aider. C'est en silence d'ailleurs, donc t'as pas le droit de parler. Fait que j'ai passé plusieurs semaines en silence total. Ça a été vraiment le bas du bas du bas, là. Tu sais, je peux considérer que j'étais en enfer à ce moment-là, là. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 37e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matins. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.g7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe sera vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Des rebondissements, des enjeux, des troubles financiers sont des termes que vous risquez d'utiliser régulièrement dans votre vocabulaire si vous décidez de vous partir à votre compte et de devenir un entrepreneur. Maintenant, certains vont vivre des histoires plus rocambolesques que d'autres. Mon invité aujourd'hui, Nikolai Ray, ne fait pas exception à la règle. Nick, qui est PDG de MREX, une entreprise qui enseigne les meilleures pratiques pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier multilogement, est passé en l'espace de quelques années à homme d'affaires à succès, ayant plus de 60 employés à sans-abri. Vous allez le voir tout au long de l'entretien, la persévérance et l'état d'esprit ont permis à Nikolai de se relever et d'accomplir des choses que peu de gens peuvent imaginer atteindre. Hockey professionnel, Jeux olympiques, faillite, immobilier, bref, l'épisode d'aujourd'hui est assez riche en sujets abordés. Sans plus attendre, ma discussion avec Nikolai Ray. Nikolai Ray, tu es PDG de l'entreprise MREX, une organisation qui se spécialise dans l'enseignement de l'immobilier multilogement. Par contre, important de mentionner qu'au-delà de MREX, ton parcours est assez atypique. Au début de ta vingtaine, tu as joué au hockey professionnel avant de devenir chef en performance humaine. Tu as d'ailleurs fait 3 Jeux olympiques d'hiver en aidant les athlètes canadiens à ce niveau. Nikolai, au nom de l'équipe de Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Antoine. Avec ta voix mielleuse et cette introduction-là, j'ai l'impression d'être à tout le monde en parle. Ah, ben là, on n'est pas encore là, mais regarde, on va essayer de donner du contenu, de la qualité de ce que Guillaume Lepage fait. Puis, Nick, je te l'ai dit juste avant le début du podcast. Bon, nous, on se connaît, on travaille ensemble sur certains projets, mais ton parcours, j'écoutais des podcasts que tu as fait, j'écoutais beaucoup de contenu par rapport à ce que tu as fait récemment. Puis ton parcours, comme je le disais, est assez atypique. Puis j'ai pas envie de paraître cliché aujourd'hui, mais pourrais-tu commencer, puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, essayer de donner un petit peu de contexte à ton parcours, à ta carrière entrepreneuriale des 10-15 dernières années, parce que c'est impressionnant les différents pivots, les différents métiers que tu as fait. Ouais, je vais essayer de le faire rapidement pour pas endormir les gens puis qu'on puisse aussi rentrer dans le vif. Je pense que les gens veulent apprendre ou avoir de l'information sur scaler up leur business. Mais ultimement, je suis un gars qui est né à Québec de parents multi-ethniques, donc un père bengalais du nord-est de l'Inde, grandi en Angleterre également, donc de plusieurs ethnies. Ultimement, j'ai été élevé à Los Angeles. Mes parents travaillaient là-bas, c'est des artistes. Et je suis revenu au Québec à l'adolescence suite à l'immense tremblement de terre en 94 à Los Angeles où nous, on a tout perdu d'ailleurs. On s'est ramassé sans abri. Donc, la première fois, j'étais sans abri dans ma vie parce qu'il y a eu une deuxième fois aussi. Et puis, on a ensuite entamé un long voyage de 2 mois en voiture. Moi, mes parents, ma petite sœur. J'avais 9-10 ans à ce moment-là. Puis, on a tout traversé l'Amérique du Nord pour revenir au Québec. Mes parents avaient plus une scène, on avait tout perdu.
Je parlais pas français, même si je suis né au Québec et ma langue maternelle, ma mère est québécoise. Puis c'est ça. Fait que on est revenu ici et fast forward, je suis devenu joueur de hockey professionnel contre toute attente. À 10 ans, je savais pas patiner, puis à 16 ans, je jouais au hockey junior avec les meilleurs joueurs juniors au pays. Et à 17 ans, j'étais sur déjà les listes de repêchage pour la Ligue nationale. J'ai fini par avoir une carrière, on va dire, fin junior, début professionnel en dents de scie. Deux très graves blessures qui ont failli, en fait, m'empêcher de continuer même à jouer. Malgré ça, j'ai réussi à rentrer dans le professionnel, mais j'ai eu une carrière dans laquelle, écoute, ça vaut même pas la peine d'en parler. Là. J'ai passé plus de temps sur le banc, puis dans les estrades, puis dans mes valises que sur la glace. Et quand je me suis rendu compte que j'allais pas jouer dans la Ligue nationale, malgré tout le travail, l'effort que j'avais mis, j'ai décidé de me rasseoir un peu sur mes autres ambitions et mes autres talents. J'avais réussi à faire mes études universitaires pendant que je jouais au hockey junior. Donc, j'avais fait des études en biomécanique et en nutrition sportive. Je suis allé poursuivre une session d'été avec l'école d'extension, l'Université d'Harvard, au Collège médical, en médecine préventive. Donc, surtout, j'étais le seul qui n'était pas médecin, en fait, qui était dans le programme. Et puis, en revenant au Québec, continué à jouer au hockey un petit peu semi-professionnel. Et je me suis comme lancé en affaires. Je me suis pas rendu compte à ce moment-là que je m'étais lancé en affaires. Mais ultimement, je m'étais lancé en affaires dans le domaine de la santé préventive et dans le domaine du sport de haute performance. Donc, j'ai fondé une entreprise et cette entreprise-là elle a pris une certaine envergure. Très parle-nous de ça, parle-nous de ça un peu, parce que là, je sais que tu vas aller vite, tu dis on va rentrer dans le vif du sujet, mais pour moi, c'est le vif du sujet. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu sais, c'est assez impressionnant, les Jeux olympiques, bref, tout ce que tu me dis avant. Parle-nous un petit peu de ça. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, je mettais une croix sur ma carrière d'athlète professionnel. Puis c'est drôle, il y a plusieurs articles dernièrement qui ont sorti là-dessus, à quel point que cette transition-là, elle est difficile, parce que le rôle de l'athlète professionnel, puis l'environnement dans lequel que tu es comme athlète professionnel est vraiment très différent. Une société à part, ultimement. Fait que de comme revenir à la vraie vie est extrêmement difficile. Alors, je me suis rendu compte, maintenant aujourd'hui, en rétrospective, que j'avais été dans le domaine d'études, tu sais, au niveau de la biomécanique, la nutrition, la performance humaine. C'était une manière pour moi un peu de faire ma transition de carrière sans vraiment quitter mon rêve d'être athlète tu sais, du plus haut niveau. Donc, je suis devenu finalement un préparateur d'athlètes des plus hauts niveaux. Et dans quelques années, j'étais déjà en charge de plusieurs athlètes olympiques. Donc, surtout les athlètes de l'équipe de biathlon olympique, ça a été les premiers qui m'ont fait confiance. Je suis quelqu'un qui est un independent thinker, quelqu'un qui pense différemment, quelqu'un qui n'a pas peur d'innover, puis qui remet toujours en question ce que les gens font. Fait que malgré mes études en biomécanique, je remettais en question la manière de préparer les athlètes parce que moi-même, j'ai subi 2 grandes blessures. Pourtant, j'étais super bien entraîné, j'étais super en forme et j'essayais de comprendre pourquoi moi j'avais subi ces blessures-là et qu'est-ce qui pouvait être changé dans le paradigme de la préparation, le développement athlétique d'athlètes de haut niveau, ce qui m'a amené à faire les affaires un peu différemment. Et il y a des athlètes olympiques qui ont été présentés à ce que j'étais déjà en train de faire déjà à l'âge de 23, 24 ans. J'avais seulement 1 ou 2 ans dans le corps comme préparateur physique et nutritionniste. Et déjà, il y a du monde qui ont fait comme, hey, attends un peu, là, ça fait du sens en maudit ce que tu dis là. Mais comment tu as eu cette vitrine-là, dans le sens, tu sais, t'étais en début de ta vingtaine à ce moment-là? Je l'ai créé. Je l'ai créé. Écoute, Antoine, moi, je suis quelqu'un qui défonce les portes, là, tu sais. Je veux dire, quand j'étais joueur de hockey puis que ma carrière commençait à mal aller à cause que j'avais eu des blessures puis qu'il n'y a plus aucun recruteur qui voulait me regarder, ben moi, j'ai envoyé des courriels à des équipes professionnelles, à des DG. Tu sais, mon agent m'avait droppé, fait que j'envoyais tout ça pour moi-même, puis je me représentais, puis je me vendais, puis je disais aux gens, donnez-moi une chance, invitez-moi au camp d'entraînement, je vais vous prouver que je suis capable de faire le club. Finalement, j'ai eu un coach en junior qui était très bien plugué, une ancienne vedette de la Ligue nationale qui m'a eu un contrat. Puis j'ai fait la même chose à 22 ans, après peut-être 1 an de carrière comme préparateur physique et nutritionniste. Ben, c'est quoi? Je me suis mis à contacter des athlètes de haut niveau de la région de Québec en leur proposant de dire, regarde, moi, je travaille d'une manière extrêmement différente de toutes les autres personnes qui existent. Les sommités à l'Université Laval, les sommités au Conseil du sport de haut niveau et tout ça. Je suis jeune, mais je vous le dis que ce que j'ai découvert comme méthode de travailler, je pense que ça peut vraiment vous aider, puis à vous aider à pas revivre ce que moi j'ai vécu comme athlète de haut niveau. Fait que c'est clair que c'était hyper crédible. J'ai foncé, je suis allé chercher ces gens-là.
Puis, j'avais déjà une petite feuille de route parce que j'étais un athlète de haut niveau, premièrement. Donc, j'étais quand même très connu dans la scène du hockey. Quand je suis revenu au Québec, j'ai joué au hockey semi-professionnel en Gaspésie. Les propriétaires du gym m'ont offert un bureau gratuitement parce qu'il n'y avait personne pour entraîner dans le monde dans le gym. Puis moi, je jouais au hockey semi-professionnel. Fait que, tu sais, je passais mes journées au gym, j'avais rien d'autre à faire. Tu sais, j'étais à Matane dans ce temps-là. Et ils m'ont offert un bureau. Alors, un fou dans une poche, j'ai dit, ben oui, je vais prendre le bureau gratuit, puis je vais offrir des programmes d'entraînement, des programmes alimentaires. Puis ça tombait que 6 des plus grands patineurs de vitesse du Québec dans les programmes juniors habitaient à Matane. Fouille-moi pourquoi, je sais pas pourquoi. C'était tous des fils de dentistes et de médecins. Puis t'avais comme 6 jeunes avec des talents vraiment hauts au niveau provincial. Et ça a pris 2 semaines qu'eux, ils ont vu ce que je faisais. Puis tu sais, il n'y avait pas bien de compétition, là. Il n'y avait pas d'autres préparateurs physiques dans le coin. Alors, j'ai eu ces jeunes-là, ils ont eu des bons résultats. Moi aussi, ça m'a donné comme la confiance aussi de dire, OK, bon, ben, tu sais, oui, je sais ce que je fais, puis ça fonctionne, comment je travaille. Et là, j'ai prospecté carrément des athlètes olympiques ou des athlètes qui étaient sur le bord de devenir des athlètes olympiques ou qui avaient un certain potentiel. Je leur ai offert mon aide au début gratuitement, pro Mhm. bono. Assez rapidement, ben, ils ont vu que c'était vraiment sérieux ce que je faisais, que effectivement ça pouvait leur apporter beaucoup et qu'il y avait une nouvelle méthodologie de travailler. Ils ont adoré ça. Ensuite, ben, c'est sûr que les athlètes ont fait j'ai été, à quelque sorte chanceux parce qu'il y a des athlètes avec qui j'ai travaillé, qui ont appliqué mes méthodes, et mes techniques, qui ont eu des résultats qui ont complètement éclaté ce qui était attendu d'eux. Et bien, à partir de ce moment-là, ben, c'est clair que ça m'a apporté, une certaine visibilité puis un nom. Tu sais, Jean-Philippe Le Gallec, je me suis occupé de lui toute sa carrière en biathlon. C'est le biathlète le plus décoré de l'histoire du Canada. Tu sais, JP, j'ai travaillé avec du moment qu'il est devenu senior, en fait, jusqu'à la fin de sa carrière. Et tu sais, JP, c'est un gars de 5 pieds 7, c'est un biathlète, il doit peser 140 livres mouillés. Il compétitionnait contre des Allemands et des Norvégiens avec beaucoup de financement, avec des grosses équipes derrière eux, des gars de 6 pieds 2, tu sais, des machines de guerre comme on verrait dans Rocky, là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de Rocky contre le Russe, là. Ben oui. C'est un peu la même affaire. Puis finalement, JP, qui est un peu sorti de nulle part, oui, qui était talentueux, mais qui avait pas le physique pour le circuit olympique senior. Puis finalement, regarde, il est allé aux Jeux olympiques 3 fois. Il a gagné une Coupe du monde, la première de l'histoire du Canada. Il a fini 6e à Vancouver. Ensuite, à Sochi, il était premier en train de gagner, puis il a cassé son ski, malheureusement. Fait que c'est sûr qu'après ça, ben, quand t'es un chef de performance humaine, le résultat de la performance de tes athlètes aussi, ben, ça vient beaucoup t'aider à toi-même t'élever, même si, au final, c'est clair qu'il n'a pas eu toute sa carrière grâce à moi, mais en partie, c'est clair que la préparation qu'on a mis en place dans son développement, ça l'a possiblement et probablement aidé à avoir beaucoup plus de performance que ce qui était projeté initialement, là. Ben c'est certain. Puis j'aimerais, là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'on donne un petit peu de contexte. Donc, tu as commencé ta carrière indépendant, on va dire, avec les connaissances que tu avais. Ouais, Tu es allé, comme tu l'as si bien dit, défoncer les portes. Tu es allé ouais, offrir tes services à ces gens-là. ouais. Puis là, à partir de là, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Tu dis-tu, on va essayer, là, cette expertise-là que j'ai de grossir un petit peu l'équipe, d'amener plus de gens à tout ça et d'en faire une vraie entreprise. Qu'est-ce qui se passe niveau business-wise dans ta tête à ce moment-là? Ben, c'était assez organique parce que, tu sais, au final, dans le fond, j'étais à la fois comme, on va dire, un petit entrepreneur, un entrepreneur à petite échelle, et aussi un espèce de expert ou, tu sais, même à la limite sommité dans mon domaine spécifique, qui était la performance humaine. Tu sais, je suis même retourné faire un deuxième bac à l'Université Laval. J'ai créé mon propre bac, un baccalauréat sur mesure, intitulé Baccalauréat sur mesure en gestion de la performance humaine, qui est un processus assez complexe aussi, là, parce qu'il faut que tu le fasses approuver par un paquet de monde à l'université et tout ça, mais ceci étant dit, tu sais, dans le fond, il y a eu comme 2 choses. Je bâtissais ma carrière comme sommité dans le domaine, comme expert dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, ben, comme je t'ai dit, on m'a offert un bureau dans un gym à Matane. En dedans de quelques semaines, j'avais comme tellement de programmes d'entraînement puis de plans de nutrition à faire que je fournissais pas. Fait qu'après quelques semaines, j'ai mis un offre d'emploi pour une kinésiologue. Ça a tombé que j'ai trouvé une kinésiologue qui était dans le coin, qui travaillait dans une clinique de physio, mais là, il n'y avait pas assez de job pour elle. Alors, je l'ai engagée. J'ai tout de suite délégué beaucoup des choses que j'avais comme plus ou moins envie de faire parce que, tu sais, faire des programmes d'entraînement pour Jeannette au gym qui s'entraîne 2 fois par semaine, c'est cute au début, mais tu sais, je suis un gars de performance. J'ai besoin de pousser la note, là, tu sais. Et je pense que ça a pris peut-être 2 semaines, un mois, là.
j'allais faire... Tu sais, j'étais rendu qu'une petite business parce que moi, je facturais, j'avais ma kinésiologue après ça. Et là, tranquillement, j'ai eu besoin d'un deuxième kinésiologue, ensuite un nutritionniste. Puis là, j'ai comme compris que, hey, t'as peu, là. Je suis rendu qu'une business, moi, là, tu sais. Puis là, je faisais ma tenue de livre, puis là, je déposais mes chèques, puis là, je faisais mes payes de mes employés. Puis là, hey, c'est vraiment cool, ça, c'est vraiment le fun. Et fast forward 2-3 ans plus tard, 75 employés, des bureaux dans plusieurs villes, même qu'on est en train d'ouvrir dans plusieurs pays. Une deuxième business partie en the side, j'ai parti d'une agence de joueurs de hockey, parce que beaucoup des joueurs de hockey que j'avais eu comme clients d'entraînement, étant donné que je suis un ancien joueur de hockey, ben là, ils chialaient sur leur agent. Ah, mon agent fait pas ci, mon agent fait pas ça, bla, 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 bla. Ben, ils ont déjà ma confiance pour leur développement athlétique puis le développement de leur carrière. J'avais des chums qui ont été des joueurs de hockey professionnels avec moi, qui étaient avocats également maintenant. Fait que j'ai dit, ben, je vais partir d'une deuxième business. Puis on va s'occuper de tous les athlètes que j'entraîne déjà. On va leur offrir d'être leur agent, de s'occuper de leur contrat. Puis même chose, ben rapidement, ben tu comprendras que ça a pas été long d'avoir des clients. Fait que tu sais, puis tu vas voir au fil de ma carrière entrepreneuriale, ultimement, dans le fond, je vais dire, j'étais un peu un opportuniste qui a les yeux ouverts. Parce que je vois un besoin, on me communique un besoin, je suis juste ouvert à ça, puis je réponds aux besoins. Tu sais, puis je le fais avec passion, puis je le fais bien, puis je le fais pour être le meilleur. Puis à partir de ce moment-là, je trouve que scaler une business, c'est pas, je dirais pas facile, mais c'est relativement organique si finalement tu fais ça. Tu sais. La plupart des gens ont de la misère à scaler des business parce que soit qu'ils ont parti une business, puis il y a personne qui veut leur service, ou leur service sert à rien. Ils n'ont pas répondu à un réel besoin dans le marché. Puis deuxièmement, ben, ils sont pas si passionnés de ça ou ils veulent pas vraiment être les meilleurs. Souvent, ben, ils veulent juste faire du cash. Mhm. Ça marche pas. Ça C'est marche ça. pas. C'est ça. Ça va être subséquent. Si tu es bon dans ce que tu fais, puis que tu es capable d'avoir une vraie valeur ajoutée qui va combler un enjeu, éventuellement, tu vas être capable de générer un certain influx de cash, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement... Faut pas que ça soit ton but numéro un. Règle un enjeu, aie de la valeur ajoutée, puis par la suite, regarde ce qui se passe. Mais là, bon, c'est intéressant. Tu dis, en l'espace de quelques années, tu amènes ça à 75 employés. Tu as des ambitions d'ouvrir, ou du moins, tu as déjà ouvert des bureaux dans certaines villes, tu as des ambitions d'ouvrir des bureaux dans certains pays. Ouais, en fait, Comment... l'agence de joueurs de hockey avait un bureau à Québec. On Ouais. avait peut-être Québec, Montréal, Boston et Halifax. Puis je te dirais, en dedans de peut-être 14 mois, on représentait presque, d'après moi, 75, de mémoire, 75 à 80 joueurs qui étaient dans le OK. jeu majeur et qui étaient dans la Ligue américaine, la East Coast, les choix de repêchage de la Ligue nationale. Et l'autre entreprise, l'entreprise de santé préventive et performance humaine, on s'occupait, dans le fond, surtout de 3 sortes de clientèle. Des athlètes de haut niveau, des athlètes juniors qui allaient devenir de haut niveau, des PDG d'entreprises qui sont ultimement des athlètes de haut niveau. Les études que j'avais faites à Harvard, c'était, dans le fond, la médecine préventive et la psychologie de la santé dans le but de s'occuper de PDG d'entreprises des Fortune 500 des États-Unis, comme si c'était des athlètes de haut niveau. Fait que c'était ça les études que j'avais faites à ce moment-là. Et l'autre clientèle, ben, c'est des gens qui souffraient, exemple, de maladies chroniques, de douleurs chroniques. On avait des contrats d'ailleurs avec la Capital Assurance. Donc, des gens qui étaient en arrêt de travail nous les envoyaient parce qu'on avait une approche holistique qui venait regarder vraiment tout le côté corporel, alimentaire et même psychologique. On essayait de venir aider ces gens-là avec des programmes de coaching, des programmes d'intervention et tout ça. Avec ça, ben, j'avais bâti des espèces de... Moi, j'appelle ça un genre d'hybride entre un gym et une clinique médicale préventive. Donc, on en avait un à Québec, on a ouvert un à Montréal, même s'il n'a pas duré longtemps. Il a duré, en fait, il a été ouvert, je pense, 1 mois. Puis, on était en train d'ouvrir un à Paris, puis un autre à Sao Paulo, au Brésil. OK, puis là, je pense que c'est là qu'on va en venir. J'écoutais un podcast que tu faisais il y a quelques semaines, quelques mois de ça avec Olivier Lambert, puis que tu disais que la business allait bien, tu faisais des millions de dollars en revenus, puis littéralement, du jour au lendemain, t'es passé, puis je sais que les mots sont forts, mais c'était ça que j'ai entendu, t'es passé sans abri. Là, on parle d'hypercroissance, mais là, clairement, il y a eu un enjeu, il y a eu une décroissance. Oh oui, hypercroissance, on s'entend que ça a été une hypercroissance, disons, de 2006 à 2010. Là. On était rendu, l'agence de joueurs de hockey avait 4 bureaux. Donc, on était dans 2 pays. On était en train même de signer nos premiers joueurs européens. Donc, des joueurs juniors qui étaient des espoirs NHL. Ce qui était jamais vu pour une petite agence start-up. Là. Tu sais, le monde des agents de joueurs de hockey, c'est un monde hyper fermé, hyper high level. C'est impossible de rentrer là-dedans. C'est comme rentrer dans la mafia. Tu sais, c'est comme si tu partais demain matin une nouvelle famille de mafia. Ça se fait pas. Je veux dire, c'est hyper difficile.
Donc, ça, j'avais scalé ça entre, mettons, 2008. J'avais parti ça en 2008, puis déjà en 2010, c'était rendu à ce niveau-là. Fait que gros max 2 ans. L'entreprise de santé, j'avais fondé en 2006, donc en 2010, déjà 4 ans. On était en train d'ouvrir à Montréal, on avait un centre à Saint-Georges, Québec, Montréal. On voulait ouvrir à Paris, São Paulo. On était déjà on était sur le bord de signer les baux d'ailleurs. Et là, en l'espace on va dire fin 2010, ça s'est mis à mal aller Qu'est-ce qui s'est passé? écoute, un paquet d'affaires, retard de construction, dépassement de coûts, puis là, t'es pogné à payer du monde sur ton payroll qui rapporte absolument rien, mais si tu les payes pas, tu les perds. Puis là, c'est du monde difficile à recruter parce que là, on a des kinésiologues spécialisés, des nutritionnistes, des ostéos, un paquet de monde qui ont tous plein de diplômes, durs à aller chercher. Et là, t'as pas de revenus qui rentrent. Et là, à un moment donné, c'est exponentiel, là, tu sais, je veux dire, tu dépasses les coûts de 100 000 de construction, tu perds 200 000 de revenus parce que ton centre n'est pas ouvert. En plus, tu payes 300 000 de salaire dans le vide. Tu sais, ça va vite, là, des 500 000, des millions, là, ça va très, très vite rendu à ces grosseurs-là. Puis là, tu es en train d'essayer d'éteindre un feu à une place. Mais après ça, il y a un feu qui part à l'autre place, mais là, tu n'es pas là pour t'en occuper. Un employé clé quitte le bateau, et là, ça dégringole. Je pensais être bien entouré. J'étais pas bien entouré d'un point de vue d'associé, d'un point de vue professionnel qui était autour de nous. Et on m'a laissé avec, Parle-moi de ça. Parle-moi de ça, mettons. on m'a laissé avec le ballon. C'est correct. C'était moi qui étais le PDG, mais je pensais que j'avais de l'aide. Je savais que j'étais jeune. Je savais que je n'étais pas équipé pour gérer ça. Je pensais que j'avais les gens en place pour m'aider à le faire. C'était faux. Et dès que ça s'est mis à mal aller, ben, les gens sont partis, m'ont laissé avec la patate chaude. C'est comme, ben, je me suis ramassé avec le dernier. Là, la musique, elle a arrêté de jouer, puis c'est moi qui avais la patate chaude puis chaise. À ce moment-là, ça ressemble à quoi, mettons, la business en termes de nombre d'employés, revenus, globalement, juste pour être certain, ça ressemble à quoi? Mettons, avant que tout ça commence à dégringoler. Globalement, on était, ça, à peu près, ça fluctuait, là, en dépendant des saisons, là, mais tu sais, entre un 70 à 75 employés. Pour les deux entreprises, les revenus, on était dans les millions. Là. Écoute, je m'en occupais même plus. Là, on avait un contrôleur financier qui gérait tout ça. C'était tellement pas ma partie, l'administration, la gestion, que j'avais tout donné. J'avais vendu une part de ma business à un entrepreneur, un homme d'affaires. Okay. Tout, lui, a mis en place sa structure, contrôleur financier, avocat, comptable, tout ça. Fait que moi, je m'en étais comme lavé les mains entièrement et j'étais juste parti sur le développement, qui était en fait une erreur que finalement, je n'aurais pas répété par la suite dans ma carrière entrepreneuriale. J'ai beaucoup fait confiance, délaissé au lieu de déléguer, finalement. Et en dedans de 6 mois, ben, on est parti de ça à 0 revenu, 0 employé. Mettons 8 mois, 8 à 10 mois. Donc, à l'été 2010, l'entreprise elle avait plus de revenus, elle avait plus d'employés. J'étais rendu le dernier employé. On était endetté par-dessus la tête. On devait, je sais pas moi, 1 million à Desjardins. On devait, tu sais, pour des ouvertures de centres qui ne se sont pas faites finalement. Il a fallu revendre les équipements. Ça a été un moment extrêmement humiliant, extrêmement difficile. Écoute, c'est un moment que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Puis, c'est ça. Ça a duré à peu près 8 mois. Ouais, 8 à 10 mois. Puis là, c'est pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Nick, en ce moment, t'es quelqu'un qui a énormément de connaissances et de reconnaissance dans le milieu de l'immobilier multilogement. Donc, faut le dire, tu t'es retroussé les manches et aujourd'hui, tes affaires vont bien. Mais là, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Entre le moment que tu peux pas être plus bas, puis où est-ce que tu es aujourd'hui, il y a dû avoir des déclics. Il y a dû avoir un momentum que tu as été capable de reprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nick Ray au moment où est-ce que tu te retrouves seul d'une organisation qui, auparavant, t'avais construit puis t'avais amené à des millions de revenus, 75 employés? C'est du stock, là. Ah, c'est incroyablement décourageant. Tu sais, honnêtement, là, je suis une personne positive, le verre toujours à moitié rempli, mais tu sais, je te cacherai pas que je pensais au suicide à ce moment-là. Là. J'y pensais, je l'avais pas fait, là. Mais tu sais, c'était comme, bon, tu sais, c'est une option à penser, là. Tu sais, rendu là, c'est comme, t'as perdu la face devant tout le monde, le monde te court après pour de l'argent, toi-même, tu sais, t'as comme, tu sais, mettre dehors 75 employés un par un, quand c'est toi qui les as engagés de former, là, c'est l'affaire, c'est tellement triste, là. Notre centre qu'on venait d'ouvrir, que ça faisait 1 mois, qui était un rêve que je caressais depuis longtemps. Écoute, mon associé, là, je sais pas s'il a fait ça pour être pour être chien avec moi ou juste qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a fait. Il a fallu que je monte là-bas avec des jobbers puis un trailer, là. J'ai démonté le centre, là.
Ça a été une des journées les plus dures de ma vie, honnêtement. Là. J'avais le goût de me cacher dans un trou. Je sais même pas comment j'ai fait pour me lever ce matin-là. Il a fallu que j'aille tout démonter le centre par moi-même, monter ça, rentrer ça dans un trailer, ramener ça à l'encan pour essayer de payer une coupe de créanciers. Ça a été vraiment difficile. Je me suis ramassé sans abri cet été-là. Je suis allé vivre chez les frères de la Petite Croix dans Charlevoix, qui est un monastère, même si je suis zéro religieux, parce qu'ils t'hébergent gratuitement si tu fais la vaisselle puis tu fais des travaux autour du monastère. Puis à un moment donné, si jamais un jour tu as de l'argent, ils t'invitent à refaire un don, tu sais, pour les aider. C'est en silence d'ailleurs, donc t'as pas le droit de parler. Fait que j'ai passé plusieurs semaines en silence total. Ça a été vraiment le bas du bas du bas. Là. Tu sais, je peux considérer que j'étais en enfer à ce moment-là. Là. Combien de temps que ça a duré? Pas duré longtemps. Mettons, l'enfer, on va dire, a duré 2-3 mois. Puis, C'était pendant l'été? Ouais, c'était pendant l'été. Puis je me suis laissé de l'espace. J'ai arrêté de me juger. J'ai dormi beaucoup. J'ai marché beaucoup, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai médité, j'ai lu, puis à un moment donné, mon énergie est comme revenue. Tu sais, parce qu'il faut dire qu'en 15 ans d'affaires, en réalité, là, tout ça, et en tout et partout, ça a peut-être duré 10 mois. Tu sais, en 15 ans d'affaires, 14 ans et 2 mois de succès, mais 10 mois d'échec. Ça t'amène une immense humilité puis un immense respect envers le succès, envers la vie, tout simplement. Là, à chaque jour, je prends rien pour acquis. Je prends absolument rien pour acquis parce que je sais que c'est fragile. Autant qu'on oublie des fois que la vie, c'est fragile. Quand quelqu'un meurt autour de nous de manière précoce, comme mon père d'ailleurs, qui est décédé il y a presque 3 ans, jour pour jour, de manière extrêmement précoce, autant que cet événement-là, ça t'amène à apprécier vraiment tout ce que tu as, puis tout ce que tu es, puis les gens autour de toi, mais ça t'amène une immense humilité. Puis c'est d'ailleurs drôle, des fois, les gens, parce que j'ai une estime de soi extrêmement forte, vont avoir l'impression des fois que je suis peut-être arrogant ou un peu trop confiant, puis pourtant, c'est tout le contraire. Mon niveau d'humilité, là, écoute, je pense pas, parce que je l'ai travaillé. J'ai pas eu le choix. Wow. Wow. Impressionnant. Puis, bon, j'imagine que cet été-là, ces moments-là, t'ont permis, comme tu le dis, un petit peu de te refocuser, centraliser à l'essentiel, hein, parce que là, rendu là, t'as plus grand-chose. Tu te rends compte c'est quoi l'essentiel. T'as plus rien à perdre. T'as plus rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Puis j'imagine, à un certain point, ça a dû t'aider, tout ça, vu que t'as plus grand-chose à penser, comme tu dis, t'as plus grand-chose à perdre, de te remettre les idées en place, puis de te dire comment tu repars, là, comment t'es reparti, Nick, de ça, parce que... Puis il faut que tu comprennes qu'à travers de ça, là, cette année-là, je venais juste d'aller à Vancouver pour les Olympiques. Là. Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, j'ai 26 ans. J'étais aux Olympiques à Vancouver. J'ai même été pris pour le programme B210, qui était un programme qui a été financé par les plus riches familles du Canada, un programme para-olympique, dans le fond, en dehors du programme olympique, donc financé par le privé, pour engager les meilleurs préparateurs du Canada dans tous les domaines spécifiques de la performance humaine, des ostéopathes, des kinésiologues, des thérapeutes du sport, des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des biomécaniciens. Puis moi, à 26 ans, j'ai été pris là-dedans comme un des experts canadiens pour nos athlètes olympiques. Là. Puis, fait que tout ça se passait comme en même temps. La déconfiture complète de ma carrière entrepreneuriale, mais en même temps, j'étais au sommet de ma carrière. J'étais à un niveau dans ma carrière personnelle comme professionnel de la performance humaine. J'étais à un niveau que des gens... habituellement, tu atteins ce niveau-là quand tu as 45 à 50 ans, 52 ans, 55 ans, puis tu as genre un PhD. T'sais. C'est assez particulier. Puis ça m'a amené, comme tu dis, à te remettre en question, puis à me rendre compte que finalement, j'aimais même pas ce que je faisais tant que ça. Oui, j'aimais ça, mais c'était pas ça que j'avais envie de faire dans ma vie, puis c'était pas ça ma plus grande passion. J'avais été juste là-dedans un peu par défaut, puis par transition de carrière d'athlète, puis que ça m'a permis peut-être de plus faire une transition douce de ma carrière d'athlète à ne plus être un athlète. Mais en réalité, c'était pas vraiment ça qui me faisait le plus triper. Qu'est-ce qui te faisait le plus triper? Est-ce que tu étais déjà dans l'immobilier à ce moment-là, Nick? Je l'avais été par moi-même comme un amateur, comme un investisseur vraiment à temps perdu amateur. J'avais lu beaucoup de livres là-dessus. Je m'y intéressais, mais comme mon voisin s'intéresse à la bourse. C'était pas du high level. Là. Par contre, il faut comprendre, j'étais biomécanicien. Ça veut dire que j'étais extrêmement fort en mathématiques. Puis la finance a toujours été quelque chose qui était une passion pour moi. Et donc, c'est ça. Ma passion, je me suis rendu compte, c'était la finance, les chiffres et l'entrepreneuriat, l'innovation, de bâtir quelque chose de nouveau ou d'innovant ou de différent.
Et de là est venue la réalisation que, oui, j'allais me relancer en affaires. Je savais pas exactement quand, comment, pourquoi et tout ça, mais qu'ultimement, ça allait être soit dans le domaine de la haute finance, soit dans le domaine de l'immobilier, parce que c'était vraiment ça, les domaines qui me passionnaient. C'était ça, les domaines sur lesquels je pouvais passer des soirées de lecture puis de réflexion. Et j'ai fini par aller vers l'immobilier parce que j'avais plus investi en immobilier qu'en bourse. Donc, j'avais, en partant, plus de connaissances de base là-dedans. J'aimais l'aspect aussi plus... tu sais, l'immobilier, tu peux toucher à ça, tu peux avoir un contrôle dessus. Donc, étant un entrepreneur, ça me convenait mieux. Et je trouvais aussi que l'immobilier, c'est un domaine qui est beaucoup plus arriéré que le domaine de la haute finance. Donc, ça me permettait, moi, de répondre à mon désir d'innover. Es-tu capable de nous remettre un petit peu dans le temps, là? Ouais. Juste pour être certain, entre le moment où est-ce que, bon, malheureusement, il y a eu cette déconfiture, entre le moment que tu fais le switch, tu prends la décision que, tu sais quoi, moi, je vais me relancer en affaires. Maintenant, je me rends compte de mes passions, de mes amours, de mes valeurs. Ouais. Ça va davantage tourner autour de la finance, de l'immobilier multilogement. Parle-nous un petit peu de ces time frames-là, juste pour être capable de bien situer l'audience. Puis par la suite, j'aimerais ça que tu nous dises comment que ces premières étapes-là ont été de ton côté. Fait que dans le fond, j'ai fondé mes entreprises la première entreprise en 2006, la deuxième en 2008, la déconfiture a lieu en 2010. Ensuite, je te dirais, pendant peut-être 2 ans, j'étais un peu un mercenaire ou un autonome. C'est-à-dire que là, j'avais pas vraiment de business, mais j'avais encore mes athlètes olympiques, tu sais, comme clients. J'avais encore des PDG d'entreprise. Comme client en consultation privée. Donc, ça me permettait de bien gagner ma vie, de me relever aussi. D'ailleurs, j'ai continué à être chef de performance humaine pour les Olympiques de 2014 avec JP Le Gallec, le biathlète. J'ai continué à m'occuper de Pierre-Olivier Côté, le boxeur professionnel. Il a gagné un championnat intercontinental, d'ailleurs, au niveau professionnel. Et ensuite, Michael Zuski aussi, qui a gagné un championnat intercontinental. Donc, j'étais dans le coin de ces deux boxeurs-là. Continué à travailler avec eux autres. Et tranquillement, je me préparais pour lancer ma prochaine entreprise. J'ai lancé un OSBL, donc un organisme sans but lucratif pendant ces années-là, qui s'appelait la Société des leaders. On organisait des conférences, des événements autour du leadership, autant entrepreneurial que le leadership dans le sport, le leadership juste dans sa vie. J'ai invité plusieurs conférenciers, bien sûr, beaucoup d'athlètes olympiques parce que je les connaissais, des PDG d'entreprise et tout ça, même des leaders du domaine plus social et philanthropique. Ça m'a permis un peu de me régénérer aussi d'un point de vue de tout ce que j'avais vécu. Et une rencontre par chance avec un courtier immobilier dans un événement de la Société des leaders, un courtier immobilier qui faisait du multilogement un peu et qui faisait un peu de tout. On s'est mis à jaser, ça a cliqué d'un point de vue personnalité. Et c'est là que j'ai dit, ah, t'as peu, là. Ce que tu fais, on pourrait l'optimiser. Tu sais, au lieu de faire du courtage un peu n'importe quoi puis de tout, pourquoi tu te spécialises pas juste dans les blocs appartements? Parce qu'il n'y a personne réellement qui le fait. Il y avait une personne qui le faisait à Montréal. Puis pourquoi on offre pas plus que juste du courtage? Pourquoi on s'occupe pas d'aider à essayer de structurer au niveau de la modélisation financière, au niveau de l'analyse de marché, au niveau de la fiscalité? Pourquoi on n'amène pas un service un peu tout inclus, comme un investment bank aux États-Unis? Comme un genre de mini Goldman Sachs ou un Morgan Stanley, mais de l'immobilier. Et c'est là qu'on a fondé, dans le fond, une entreprise qui s'appelle Réarvé. On l'a fondée en janvier 2013. C'est une entreprise qui existe encore aujourd'hui, qui a encore la pole position dans l'Est du Québec, dans le domaine du multilogement. On a fondé ça en 2013, moi et Dave Harvey, qui était mon associé à ce moment-là, qui était le courtier immobilier. Et c'est une entreprise qui, avec cette approche innovante-là, et avec moi, je pense, avec la passion de scaler, ma compréhension aussi du monde des affaires, on a réussi à scaler ça en l'espace de 3 ans. Écoute, on est parti de finalement à 0. 2 gars dans un petit bureau de 400 pieds carrés sur le boulevard Le Bourgneuf. Et 3 ans et demi plus tard, un volume transactionnel de environ 100 millions de dollars par année et une part de marché, si on enlève toutes les transactions qui se font juste entre gré à gré, là, une part de marché de courtier, là, qui était, à un moment donné, qui était presque 60%. Wow! Ouais. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous.
De retour à l'épisode en cours. Tu sais quoi, cette histoire-là, j'en avais jamais discuté avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hervé? Tu dis que l'entreprise existe toujours. Oui. Es-tu toujours actionnaire de cette organisation-là? As-tu vendu tes parts? Non, dans le fond, j'ai vendu mes parts en 2016. Il y a eu quelque chose qui sont passées, des petites chicanes à l'interne avec des employés clés, chicanes aussi avec, je vais appeler ça une divergence d'opinion et de vision avec mon associé principal. À un point tel que début 2016, lui, il allait quitter l'entreprise, donc j'allais devenir l'actionnaire majoritaire parce qu'on était 2 actionnaires égales. J'allais devenir l'actionnaire majoritaire avec quelques-uns de nos premiers employés qui allaient devenir des minoritaires. Puis, il y a eu comme un paquet de choses qui sont passées comme en l'espace de 3-4 mois. Et une autre réalisation que j'ai eue, que je me suis dit, tu sais, c'est une belle entreprise, on gagnait vraiment bien nos vies, le nom était reconnu, c'est hot ce qu'on a bâti, puis encore aujourd'hui, c'est une entreprise qui est vraiment hot. Pour un gars qui aime bâtir des business en plus, je suis extrêmement fier à chaque fois. Je me promène, j'entends encore parler de Réhervé, je vois des pancartes, puis on s'entend, mon nom est dans l'entreprise, à quelque part, ça flatte l'ego, là. Même si on tente, on travaille sur soi pour essayer de réduire l'ego au minimum, ça reste que c'est flatteur. C'est le fun. C'est le fun de voir que ça a eu un impact positif sur la vie de plusieurs personnes. Mais je la trouvais limitative comme entreprise parce qu'ultimement, une grosse partie des revenus proviennent du courtage. Les gens ne veulent pas tant payer pour l'analyse financière, la modélisation. C'est pas vraiment dans les mœurs des investisseurs, du moins québécois. Et c'est très human intensive. C'est-à-dire que pour scaler l'entreprise, tu as besoin des êtres humains, tu as besoin des courtiers, tu as besoin des analystes. Puis tu sais, une chose que j'avais réalisée après ma dégringolade initiale entrepreneuriat, c'est que j'aimais pas ça, avoir trop d'employés. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par ça. Ah, j'ai 500 employés. Ah, j'ai 1000 employés. J'ai 100 employés. Tu sais, genre à la Gary Vaynerchuk, je l'adore Gary pour bien des affaires, mais tu sais, il parle constamment du nombre d'employés. Puis c'est comme en immobilier, le nombre de portes. Mais tu sais, j'ai entendu un venture capitalist de Silicon Valley. J'ai bien aimé ce que lui a dit. Il dit, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas quelqu'un qui dit que j'ai, je sais pas moi, 8 millions de revenus avec 800 employés, là, tu sais, juste n'importe quoi, là. Mais plutôt, quelqu'un qui a 8 millions de revenus, qui a un impact vraiment important socialement, puis qui a finalement peut-être une équipe de genre 8-10 employés. C'est qui est hyper lean. Parce qu'à la fin de la journée, l'important, c'est le bottom line. Là. Tu sais, si tu regardes ça d'un point de vue, les gens, comment ils disent ça? Top. Le bottom line versus le top end, là, c'est ça. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, si tu es tout le temps en train de focusser uniquement sur les revenus, ben oui, puis pas sur les profits, ben il y a de quoi qui manque. Il y a clairement de quoi qui manque à ta compréhension de la business. C'est clair, c'est clair. On est tout le temps en train de parler de la grosseur de notre business, du chiffre d'affaires, etc. Mais à la fin de la journée, l'entreprise est là pour générer du profit. C'est ça. Donc ça, c'est important. Puis surtout d'avoir un impact sur sa clientèle, sur son environnement et ses employés et tout ça. Fait que tout ça pour dire que je me suis rendu compte que, tu sais, avec mes ambitions, moi, je suis quelqu'un qui essaie de tout faire pour être numéro 1 dans la vie. Parce que je veux dominer les gens. Parce que je sais que je suis capable. Fait que pourquoi je le ferais pas d'essayer de devenir le meilleur? Tu sais, de bâtir la meilleure affaire possible. Et là, je voyais ça, j'étais comme, OK, là, ça va prendre un permis pour chaque province, pour chaque État. Va falloir recruter des gens d'un point de vue humain dans chaque place. Il me semble que c'est donc bien compliqué, c'est pas scalable, ça va prendre ben trop de temps. Puis le modèle d'affaires, je tripais pas tant, tu sais, le modèle d'affaires de commission et blablabla. Puis en bâtissant cette entreprise-là, je me suis aussi aperçu qu'il y avait des gros problèmes dans le marché que j'avais pas réalisés au départ. Je me suis rendu compte que d'un, le marché est extrêmement décentralisé, ce qui fait qu'il est extrêmement inefficient. Il n'y a pas un marketplace pour les blocs appartements. Autre chose, je me suis rendu compte que le marché n'est vraiment pas accessible. Tu sais, il n'y a eu jamais de démocratisation qui s'est faite en investissement immobilier. Versus, exemple, la bourse. La bourse, à cette heure-là, tu télécharges Will Simple, tu télécharges n'importe quel compte de broker avec ta banque, ou tu télécharges genre Robinhood ou E-Trade ou Questrade ou whatever. Puis n'importe qui peut commencer à investir en bourse. En immobilier, c'est pas de même. C'est vraiment compliqué. La barrière à l'entrée est très élevée d'un point de vue monétaire, d'un point de vue éducation aussi, puis d'un point de vue de ressources et de temps. Et là, je me suis dit, c'est plate parce que l'immobilier, c'est vraiment un des affaires les plus stables, qui génère les meilleurs rendements avec le moins de risques. D'un point de vue, moi, philanthropique et social, étant donné que j'ai grandi extrêmement pauvre, que j'ai été sans-abri 2 fois, je trouve ça important de
offrir au moins l'opportunité à tout le monde, l'opportunité égale, pas nécessairement le résultat, mais l'opportunité égale à tous d'améliorer leur vie, ce qu'on appelle la mobilité sociale. Et la mobilité sociale, selon toutes les études économiques, passe par l'éducation et, surprenamment, l'accès à la propriété, à l'immobilier. Donc, ils ont fait des études d'exemple sur les favelas au Brésil, dans le fond, les ghettos où les gens sont très pauvres depuis bien longtemps. Bien qu'ils ont commencé à permettre aux gens de devenir propriétaires de leur lieu d'habitation, ben là, on a commencé à avoir une plus grande mobilité sociale. Donc, je me suis dit, hey, ça serait-tu cool d'essayer de bâtir une entreprise technologique qui va démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, qui va ouvrir le marché à plus de gens, à monsieur, madame, tout le monde, à toi, à moi, à ma mère, à mon voisin, au lieu que ça soit réservé juste à l'élite, et au lieu que ça soit réservé juste aux gens qui ont déjà les poches hyper pleines. Et ben, du coup, on va aussi faciliter rendre ça plus efficient pour les gens qui sont déjà dans le marché. Il me semble que ça serait une méchante bonne idée. C'est quoi? J'ai le goût d'aller l'essayer. Et là, j'avais ça qui me jouait en tête. Je me disais, tu sais, pourquoi que quelqu'un n'a pas créé le Nasdaq ou le New York Stock Exchange de l'immobilier, ou l'Expedia de l'immobilier multilogement, ou le Centris ou le Zillow. Tu sais, il y a plein de manières de le voir, le Airbnb ou le... Mais pourquoi personne n'a jamais encore créé une espèce d'app ou de plateforme qui va venir moderniser ce domaine, qui est un domaine qui est immense, qui est un pilier de notre société et de notre économie? Ben, c'est quoi? Je pense que je suis game d'essayer de le faire. Fait que c'est là que, finalement, j'ai dit à mon associé, j'ai dit, tu sais quoi? Je veux pas que tu quittes l'entreprise RRV. Toi, tu vas rester avec les partenaires minoritaires. Moi, je vais quitter. Je vais aller faire d'autres choses avec mon temps et mon argent. Et c'est là que j'ai quitté, finalement. Ça a pris, mettons, on va dire 6 mois. Et j'ai décidé d'aller fonder MREX. Donc, MREX, qui est un acronyme pour Multifamily Real Estate Exchange, un peu comme l'espèce de stock exchange de l'immobilier. Et je me suis embarqué dans un long parcours de bâtir une entreprise tech alors que j'avais aucune expérience en startup technologique. Puis c'est des grosses ambitions, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as été capable de trouver une manière au départ de monétiser ton expertise et j'imagine c'est un petit peu le plan. C'est-à-dire que tu as toujours été des entreprises beaucoup dans la prestation de services de ce que je t'entends. Fait que tu as été capable d'utiliser un petit peu le knowledge que tu as. J'imagine financer des plus grandes ambitions. À moins que je me trompe, ça a l'air de ressembler à ça un petit peu là, la manière que tu fais ça. Mais encore une fois, c'était pas ça le plan initial. C'est pour ça que je te disais au départ, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie entrepreneuriale, c'est drôle parce que là, je parle beaucoup, je suis dans un podcast, puis je produis beaucoup de contenu. J'ai l'air de quelqu'un qui parle beaucoup, mais la vérité, c'est que les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est très sensible. Puis je pense que c'est cette écoute et sensibilité du marché, dans tous les marchés que j'ai été, qui m'a permis finalement de réussir. Parce que j'ai décidé initialement de fonder MREX avec ma propre argent, de ce que j'avais monté de mes réussites. Et là, je me disais, je vais aller vers le modèle VC, tu sais, Venture Capital, Tech Startup. Fait que j'ai commencé à rencontrer des anges investisseurs, des firmes de capital de risque et tout ça. Puis, hey, après 2 mois, là, j'ai fait, sais-tu quoi? Fuck off. C'est de la merde, ça, de me mettre à genoux devant tous ces gens-là, que oui, ont vendu des plus grosses entreprises que ce que moi j'avais vendu, fait qu'ils ont bien plus de cash, puis là, d'aller dire, hey, donnez-moi de l'argent, parce que voici, j'ai un pitch deck, puis j'ai une idée de bâtir une entreprise, allez-vous me donner de l'argent, puis là, me diluer au bout avant même d'avoir bâti l'entreprise. Puis là, des rencontres, puis tu sais, moi, demander de l'argent, c'est jamais quelque chose que j'ai fait dans la vie, puis j'ai pas été élevé de même, j'ai été élevé, moi, à garder la tête haute, puis de me démerder. Tu sais, s'il y a bien une chose que la pauvreté t'apprend à faire, là, c'est que t'as jamais les mains tendues puis t'attends que quelqu'un t'aide. Tu t'aides. Tu prends les devants. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi, ça va être ben trop long, lever de l'argent, puis des rondes de financement, puis des niaiseries de même, puis en plus, pour finalement me diluer, puis même pas être propriétaire de ma business. Là. Fait que sais-tu quoi, moi, je sais comment bâtir des business. Ça fait, à ce moment-là, ça faisait quoi? Ça faisait 11, 12 ans que j'en bâtissais des business. Là, à part on va appeler ça un 8-10 mois d'erreur puis de bad luck, j'ai toujours réussi à générer des revenus. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi? Non, je vais trouver une manière de rentabiliser ma business. L'argent que j'avais allait pas me durer, tu sais, j'avais pas du capital pour dire je vais financer ça pendant 3-4 ans. Là. Fait qu'il fallait que je trouve une manière de le rentabiliser. Et la manière, elle s'est présentée à moi. C'est-à-dire que quand j'ai vendu RV, il y a eu comme un 6 mois, on va dire, de transition, le temps que je reçois mon dernier chèque, avant que je puisse partir à MREX. Fait que j'avais comme rien à faire. Puis tu sais, pour un gars comme moi, je pense que les gens qui écoutent le voient, je suis un peu énergique, un peu TDAH, un peu, tu sais, qui aime goûter à tout, puis qui est drivé par passion. Ben, je me suis mis à écrire à chaque jour une pensée du jour sur l'investissement immobilier.
parce que j'étais écœuré des niaiseries qui se disaient dans le marché. J'étais écœuré d'entendre des gourous dire n'importe quoi, puis remplir les gens de marde en disant tu vas devenir riche en 88 jours, puis millionnaire en 1 an, avec pas d'argent, puis blablabla. Fait que j'ai commencé à partager, moi, mes pensées du jour, basées sur mon expérience, entre autres de chez Hervé, puis entre autres aussi, j'avais des clients aux États-Unis là, que j'aidais avec leurs investissements. Et je voulais partager des vraies expériences du terrain, du transactionnel, pas des affaires qui servent à vendre des cours, des formations, des séminaires. Et j'ai commencé à faire ça sérieusement, pas sérieusement, j'ai commencé à faire ça régulièrement au mois de mai 2016 sur ma page, sur mon profil Facebook, pas sur ma page, j'avais pas de page, juste sur un profil perso Facebook. Les premiers jours, j'avais peut-être 6-7 likes, dont ma mère et ma sœur, et une couple de chums. Mais je le faisais à chaque jour parce que j'avais rien d'autre à faire. T'sais. Honnêtement, j'étais comme genre à la retraite pendant 6 mois de temps. T'sais. J'allais au zoo avec mes kids, puis je disais, mais à un moment donné, ton cerveau, il tourne en rond. Là. Fait que j'ai fait ça. Puis tu sais, en l'espace d'environ 6 mois, je suis parti de 7 likes, un commentaire sur chaque post à 150 à 300 likes avec 50 à 150 commentaires, puis 5 à 25 partages. Tout ça en l'espace de 6 mois. Donc, j'ai comme bâti une espèce de following, comme de même. Là, honnêtement, je savais pas vraiment ce que je faisais. J'avais juste le goût d'écrire, puis j'adore écrire. J'ai toujours eu une plume un peu plus développée. Mon père était musicien, était écrivain de chansons, était poète. Moi, j'étais un peu un closet poète puis un closet storyteller. Fait que j'ai toujours cette passion-là. Et là, je me suis ramassé, dans le fond, un peu, c'est un peu du jour au lendemain, mais même si ça ne l'est pas vraiment, mais avec un espèce de following très niche, très engagé, parce que ultimement, j'avais rien à vendre. J'essayais pas de vendre quoi que ce soit à personne. J'aime ça dire les vraies affaires, même si bien des fois, ça me met dans la marde, puis que ça fait en sorte qu'il y a bien des gens qui m'aiment pas, puis qui sont contre moi. M'en fous. J'ai décidé de le faire pareil. Et là, les gens, ce qui revenait beaucoup, c'était comme, hey, c'est vraiment hot tes pensées du jour, c'est vraiment hot ce que tu nous partages. Où est-ce qu'on peut apprendre plus là-dessus? Parce qu'on trouve pas ça dans aucun livre d'immobilier. Il n'y a aucune formation d'immobilier qui parle de ça. Je veux dire, tu prends ça de où, puis on en veut plus. Fait que là, ma réponse était comme, à un moment donné, je vais peut-être écrire un livre. Je sais pas quoi vous dire. Je suis désolé que les livres sont pas très profonds dans le domaine, à part que tu tombes dans les livres universitaires, mais qui sont très secs, trop techniques pour le commun des mortels. Effectivement, apprendre ça, allez faire un bac en finance, allez faire une maîtrise, faites votre certification CFA, puis allez faire l'immobilier pendant 5-10 ans, puis ayez un esprit ouvert, puis là, vous allez peut-être être capable de faire ces choses-là. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas des bonnes réponses. Les gens appréciaient pas ces réponses-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, tu sais quoi, oui, beaucoup de gens me demandaient pour des cours. Alors, j'ai dit, regarde, fuck off, je vais faire un cours. Dans le fond, je vais faire une journée de cours. Je vais l'annoncer sur mon profil Facebook. Ça va être un one-time event. Je vais faire un cours. J'ai décidé d'appeler ça une introduction à l'ingénierie financière multilogement, qui était ultimement un cours introductoire sur la finance, mais appliqué à l'immobilier multilogement. Ça m'a pris 2 mois et demi monter le cours, ça a été l'enfer. C'était tellement un travail difficile avec lequel j'étais comme pas habitué de faire, là, tu sais, d'arriver puis vraiment monter un cours, puis écoute, je me suis mis tellement de pression pour que le cours soit tellement hot, pour pas décevoir les gens, tu sais. Puis là, quand il était à peu près 70% monté, j'ai fait un post Facebook, pas de pub, pas de page Facebook, vraiment juste un post personnel. C'était un vendredi à l'automne 2016. J'étais à la Place une fois, donc un des grands centres d'achat à Québec, au Starbucks. J'ai décidé de faire le post avec l'aide de Eventbrite, tu sais, puis aucune stratégie, rien. Du vrai n'importe quoi. Le cours coûtait, j'avais décidé de dire, regarde, mettons, j'avais décidé de mettre les 10 premières places, les 20 premières places, quelque chose, je me sens que c'était genre 999 pour la journée. J'ai inclus le lunch, 8 heures de cours. Je me disais, écoute, si j'ai 7 à 10 personnes, ça sera ça, puis ça va être coupant, ça va être le fun, ça va valoir mon temps, ça va être correct. Puis après ça, j'avais mis comme un deuxième billet, mais tu sais, j'avais jamais prévu en vente. Je l'avais mis, je pense, à 1500$, quelque chose de même. Je fais le post avec le lien Eventbrite. Il était comme, je pense, midi moins 5. Je me rappelle, Jeff Tremblay m'avait appelé comme, je suis en train d'y parler, on parlait de n'importe quoi, puis à un moment donné, mon téléphone se met à faire. J'étais assis au Starbucks Place Sainte-Foy en parlant au téléphone avec Jeff Tremblay, qui est un entrepreneur à succès également en immobilier. Et mon téléphone se met à vibrer, puis j'entends ting, 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 ting. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est qui se passe? Finalement, 3 heures plus tard, 65 ventes.
J'étais comme, hein? 65 ventes. 65 personnes qui ont acheté un cours à 1 500 piastres pour une journée. Tu venais de faire quasiment 100 000 piastres en 3 heures, là. Parce qu'il y en a peut-être qui avaient pris à 1 500 ou je sais C'est ça, pas. Puis... exactement, c'est ça. À peu près, au final, je pense que c'était comme 60. Je me rappelle pas des chiffres exacts, là, mais j'étais quelque part entre 70 puis 85 000 qui étaient rentrés. Mais là, j'étais comme, hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je comprenais absolument rien. J'étais terrassé, honnêtement, là. Puis là, terrassé, excité. Puis après ça, la peur en bas, c'était comme, hein, Ouais. comment je vais faire, là? Genre, moi, j'avais réservé une salle pour 10 personnes, là. Tu sais, Eh boy. là, il faut que je trouve une plus grande salle. Là, tu fais comme, OK, il était hot, le cours, j'avais monté, là, il faut qu'il soit encore plus hot, là. Calvaire. Puis là, comment je vais faire? Puis là, la peur de dire, hey, j'ai jamais donné un cours devant 65 personnes, tu sais. Fait que finalement, je l'ai splitté en 2 jours, parce que là, j'avais des problèmes de salle aussi. Et c'est là que je me suis dit, ben, tabarouette, il y a vraiment une demande, là. Tu sais, je savais que la formation n'était pas adéquate en investissement immobilier. Puis pas pour bâcher les autres, là, tu sais, je veux pas dire, j'ai déjà passé par là au début, là, tu sais, j'étais un peu l'antichrist, là, par rapport au domaine de la formation immobilière. Les autres formations qui existent en immobilier, dans le fond, il y a un immense gap, finalement. Si on en regarde sur une ligne du temps, une ligne horizontale, d'un côté, tu as les formations, genre, moi, j'aime mieux les appeler les séminaires, les conférences, qui sont donnés pour motiver les gens, pour leur faire comprendre qu'ils peuvent faire l'immobilier, les faire rêver, les initier. C'est très en surface, puis c'est bien correct, c'est très motivateur. C'est surtout ça qui existe dans le marché. Et de l'autre côté, à l'autre bout du spectrum, ben, t'as tout ce que tu peux apprendre à l'université dans des maîtrises, des baccalauréats, des choses comme ça. Très avancé, mais pas appliqué au multilogement, pas vraiment appliqué au monde réel transactionnel. C'est très académique, très théorique, ou c'est spécifique pour devenir, mettons, évaluateur agréé ou analyste financier, mais pas pour un investisseur immobilier qui veut acheter des blocs d'appartements. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, moi, je vais remplir l'espace entre les deux. Je vais créer une espèce d'institut de formation qui est devenu le collège MREX, parce que faut que tu comprennes que encore aujourd'hui, pendant tout ce temps-là, on bâtit de la technologie, nous autres. Là. Ben oui, MREX, c'est c'est une ça. entreprise technologique, c'est pas une entreprise de formation. Fait que ça devenait le collège MREX qui va être l'entité de formation de l'entreprise technologique parce qu'on bâtit des bases de données, on a de l'intelligence de marché, donc on va l'appliquer à notre collège. Et ultimement, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on va offrir un niveau de formation équivalente à l'université, qui va être aussi poussé, mais qui va être beaucoup plus appliqué pour le monde réel et pour le commun des mortels et pour les gens qui ont peut-être même pas un secondaire 5. On veut stimuler les gens tu sais, on a des gens, exemple, qui sont passés par chez nous, qui sont actuaires de formation, qui sont fellows internationaux, puis qui ont absolument trippé sur nos cours. Mais on a aussi des gens qui sont entrepreneurs généraux, qui ont un secondaire 4, construisent des maisons, des blocs, puis qui ont aussi trippé sur nos cours. Fait qu'on vient répondre à ce besoin-là. On n'est pas là pour motiver les gens, pour les introduire à l'immobilier, pour les amener à faire l'immobilier, comme, par exemple, certains je vais dire entre parenthèses, nos compétiteurs le sont. Puis je dis entre parenthèses des compétiteurs ou entre guillemets des compétiteurs parce que je les vois pas tant comme des compétiteurs, je les vois comme ils ont ils ont une autre offre de service. Ils remplissent une autre mission, puis un autre besoin qui, en fait, est même complémentaire en quelque sorte à ce que nous on fait. Et tout ça fait en sorte que maintenant, 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard maintenant, on a techniquement un collège complet qui est accessible à tout le monde, à tous les investisseurs immobiliers. On a des milliers d'étudiants, des investisseurs qui sont passés par nos portes. On a un cursus complet, un curriculum complet. Et pendant tout ce temps-là, on continue à bâtir notre technologie, puis on remplit notre mission. Parce que c'est ça, là, c'est ce que je suis en train de bien comprendre. La vision et la mission, à la base, vous êtes, tu sais, puis je pense que tu l'as fait un petit peu par hasard, hein, donner ces Ouais, cours-là. C'était pas ouais. nécessairement prévu. Non, c'est vraiment Mais là, final, c'était par hasard. C'était le marché m'a dit qu'il y avait un besoin. exact. Je l'ai écouté. J'ai rempli le besoin. On a rempli le besoin. Puis on le fait bien. Puis le marché nous garde en vie, nous félicite. Tu sais, c'est pas sorcier. Les affaires, c'est pas sorcier quand tu es capable d'écouter ce que les gens veulent, Mhm. puis que tu offres quelque chose de qualité. Puis j'aimerais ça là, que tu entendes là-dessus, Nick, parce que tu donnes cette information-là, mais toi, tu es un cordonnier bien chaussé, là. T'en as des blocs, là. T'en fais de l'immobilier multilogement. Tu sais, t'es pas juste... J'en fais réellement depuis 10 mois. Tu sais, j'en faisais pas avant. J'étais un cordonnier aussi bien chaussé parce que, tu vois, ça, c'est un sophisme que beaucoup de gens commettent en immobilier. Puis d'ailleurs, nos entre guillemets, compétiteurs
quand on est arrivé sur le marché, c'est sûr que ça les a brassés, ils n'ont pas aimé ça, parce que là, il y a plein de monde qui finalement n'allait pas les voir puis venait faire des cours chez nous. Beaucoup de compétiteurs, dans le fond, la seule manière qu'ils réussissaient un peu à nous décrédibiliser ou tenter de nous décrédibiliser ou m'attaquer, c'est de dire, ben ouais, mais il n'y a même pas de bloc, lui, il sait même pas de quoi il parle. Ouais, mais tu sais, pour enseigner l'immobilier, là, avoir des blocs, là, ça fait pas de toi un bon pédagogue. Ça fait pas de toi non plus. Intéressant. Ça fait pas de toi non plus que tu sais de quoi tu parles. Parce qu'il faut comprendre que moi, à la base, je suis un professionnel du domaine de l'investissement immobilier. Puis dire que quelqu'un a besoin d'avoir des blocs pour savoir de quoi il parle, mais c'est comme dire, OK, ben un oncologue qui n'a jamais eu le cancer, puis sait pas de quoi il parle. C'est pas un bon Intéressant. oncologue, tu sais. Un dentiste qui s'est jamais fait arracher une dent, c'est un dentiste de merde. Ben non, pas en tout, c'est un professionnel, tu sais. Puis l'enseignement de l'immobilier qui a longtemps été vraiment une affaire de mon oncle, puis de coin de table, qui est rendu une affaire de professionnel, puis de haute finance, puis de connaissances, ben au contraire, avoir des blocs ou non, là, ça change pas si tu as la capacité de l'enseigner, puis ça change pas si tu maîtrises ton domaine. Je connais des gens qui ont 500 portes, 1000 portes, là, ils savent même pas de quoi ils parlent, puis ils savent même pas ce qu'ils font. Mais pour différentes raisons, du capital, un bon timing, ils ont réussi à monter des portefeuilles immobiliers. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas d'immeuble, puis que c'est des experts d'industrie, tu sais. Fait que oui, maintenant, on va dire, j'ai toujours été un cordonnier bien chaussé parce que je suis à la base un professionnel du domaine. Ma spécialité, c'est l'ingénierie financière, multilogement. Mais oui, maintenant, je suis rendu avec des blocs. J'ai commencé à acheter des blocs il y a 10 mois, puis en 10 mois, on est rendu à 30 acquisitions et plus de 200 portes. Ça n'a pas été long. Je te l'ai dit qu'à chaque chose, je le fais bien. Ah, effectivement. Puis, tu es en train de me dire aussi, tu me disais que tu es capable d'être agressif même en période de post-COVID, là, de ce que je comprenais. Oui, c'est clair. Mais tu sais, que tu sais ce que tu fais aussi, là, puis que c'est ça. Puis là, parle-moi de ça parce que là, tu parles que MREX a une vision technologique. Ouais. Là, j'imagine, comme on le dit un petit peu, par écoute du marché, par hasard même, tu as créé ces cours-là qui, à un certain point, vont financer ce que tu n'as pas voulu aller chercher avec les VC. Hein? On pourrait le dire quasiment comme ça. Exactement. C'est ça tes rondes là, en ce moment, là, c'est l'éducation. C'est ça. Puis tout l'argent de l'éducation du collège, j'ai jamais voulu me le mettre dans les poches. Tu sais, j'ai jamais parti des cours pour faire de l'argent. Ça n'a jamais été ça mon objectif. Je suis un pédagogue naturel. J'aime ça partager l'information. Je trouve que le partage d'information, c'est à la base de la société puis d'une civilisation. Ben oui. J'ai toujours aimé ça, enseigner naturellement. J'ai toujours été comme ça. Fait que tu sais, le marché l'a demandé, je l'ai offert, ça a été un bon fit. On a juste scalé ça, on a professionnalisé ça. Puis oui, ben en contrepartie, c'est clair que MREX a fait des bons revenus avec ça, des bons profits avec ça. Mais on a toujours remis tout en tech, puis tout en recherche et développement au niveau du data. Fait que parle-moi de ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Ouais. Où est-ce que vous vous enlignez avec ça? C'est quoi la vision? Ben, la vision, en fait, c'est de créer une espèce d'application et une plateforme qui fait en sorte qu'en premier lieu, l'ensemble du marché immobilier multilogement est centralisé sur cette plateforme-là. C'est-à-dire qu'un peu comme, imaginez Expedia. Tu sais, avant Expedia, si je voulais aller louer une chambre d'hôtel à Seattle, parce que je m'en allais là-bas en voyage d'affaires ou de loisirs, je devais aller sur le site de Hilton, de Sheraton, de Days Inn, de Best Western, de Motel 6. Il fallait que je fasse tous les sites. Là. Puis là, je me fasse une tête puis je les compare. T'sais. Puis finalement, je décide lequel que j'achetais. Ben, l'immobilier, après ça, Expedia est arrivé. Puis là, tu vas sur Expedia ou n'importe quel autre agrégateur, puis tu vois tout en un endroit. T'sais, un peu comme... Auto Hebdo au Québec. Tu sais, si tu veux acheter un char, tu vas sur Auto Hebdo. Tu ne commenceras pas à faire le tour des sites Internet de tous les différents petits concessionnaires qui existent au Québec. Hey, ça finira plus, là. Tu n'auras jamais vraiment une bonne idée de l'ensemble de l'inventaire qui s'offre à toi pour ensuite prendre la meilleure décision d'acquisition. C'est de même que ça marche en immobilier multilogement. C'est sur plein de sites. Tu as Centris, qui est des courtiers, oui, mais ça, c'est juste à peu près le tiers du marché. Après ça, tu as les Duproprio, tu as déjà eu Nicolas Bouchard à ton émission, tu as Kijiji, les PAC, tu as les journaux, où il y a encore des gens qui affichent leurs immeubles dans le journal, mais qui sont affichés à nulle part autre. Puis après ça, tu as tout le monde qui vend leurs immeubles sans les afficher à nulle part. L'idée, c'est de dire, je veux être capable de centraliser tout ça, de ramener le marché à un endroit. Je veux pas faire du courtage. Je veux pas m'imbriquer dans les transactions. Je veux pas te passer les courtiers. Moi, honnêtement, si tu fais affaire avec un courtier ou tu fais affaire par toi-même, ça m'importe peu. Tu sais, je veux dire, l'important, c'est que tu investisses en immobilier, puis que tu le fasses pas aveuglement, que tu le fasses avec toute l'information qui existe et non pas avec une partie de l'information. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de ramener tout le marché à l'endroit. Et ensuite, ben, de plus en plus qu'on va pousser dans cette note-là, on va être capable éventuellement de démocratiser le marché puis de dire, ben, n'importe qui peut investir en immobilier, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu n'es même pas obligé d'acheter un bloc au complet juste toi-même. Tu pourrais même acheter peut-être juste des parts d'un immeuble. Intéressant. Puis,
C'est quoi les timelines de ça? Pour centraliser le marché, je te dirais, pour le Québec, c'est cette année. Pour le Canada et les États-Unis, c'est l'année prochaine. Et dans cette centralisation-là, c'est sûr qu'il y a un paquet d'affaires cool qui vient avec ça. Tu sais, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, là, toi, si tu achètes un immeuble à revenu, mettons, tu achètes un 6 logements à Montréal, tu payes ça, on va dire 500 000 $, ça a X dollars de revenus et tout ça. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, si je te dis, hey Antoine, on est en train de souper ensemble. Combien il vaut ton bloc aujourd'hui? Tu ne seras pas capable de me le dire parce qu'il n'y a rien qui existe pour te permettre de le savoir réellement. Tu vas me donner un chiffre environ. Peut-être que tu vas appeler un courtier et il va dire, ça vaut environ. Mais tu n'auras pas la vraie valeur. Comme, mettons, quelqu'un qui achète une action boursière aujourd'hui de Tesla, dans 6 mois, si je te demande combien elle vaut l'action que tu as achetée, là, tu vas ouvrir ton application puis elle va te dire exactement en temps réel combien qu'elle vaut ton action, c'est quoi la valeur de ton portefeuille, c'est quoi la distribution de ton portefeuille. Mais en immobilier multilogement, le monde met des centaines de milliers de dollars dans des immeubles, puis ils n'ont même pas cette capacité-là de suivre la valeur de leurs immeubles, puis la valeur de leur portefeuille, puis la valeur de leurs investissements. Donc, avec notre application, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir voir en temps réel la valeur de ton immeuble, la valeur de ton portefeuille, l'équité que tu as disponible, c'est quoi ton profil de risque, et toutes ces choses-là. Et je te dirais, d'ici environ, probablement plus un genre de 3 à 5 ans, tu vas même pouvoir, au lieu d'être obligé d'aller acheter un immeuble, parce qu'il y a plein de monde qui ne veulent pas acheter un immeuble. Moi, pendant longtemps, je ne voulais pas acheter un immeuble parce que j'avais pas le temps pour gérer un immeuble. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, un immeuble, tu as besoin d'environ 50 à 125 000 de mise de fonds en partant pour un petit immeuble. En investissement, on dit que la diversification, c'est pas nécessaire quand tu maîtrises ton domaine d'investissement. Le commun des mortels ne maîtrise pas l'immobilier multilogement. Tu sais, ça prend des années, des années, des années et des études et de l'expérience pour pouvoir maîtriser ça. Fait que toi, demain matin, là, mettons que tu réussis à épargner 100 000, tu t'en vas mettre ça dans un 5 logements à Longueuil. Hey, c'est quand même risqué, là, parce que tu mets tout ton argent dans un immeuble. Donc, et l'autre côté de la médaille, c'est que peut-être tu n'as pas le temps de gérer l'immeuble, puis peut-être ça te tente pas. Puis peut-être tu n'as pas la capacité de mettre 100 000 de côté. Peut-être c'est juste 10 000 tu as la capacité de mettre de côté, ou 25 000. Bien, éventuellement, on va être capable de te permettre de dire, Antoine, au lieu d'acheter un immeuble là, de 5 logements à Longueuil, puis de mettre tout ton 100 000 dedans, là, pourquoi tu n'achètes pas les parts d'un immeuble à Longueuil, mais 20 000 derrière un investisseur qui, lui, est très expérimenté, qui dirige déjà cet immeuble-là, comme une compagnie boursière, on va dire. Ah, littéralement. Puis va mettre un autre 20 000 dans un immeuble à Miami, puis va mettre un autre 20 000 dans un immeuble à Vancouver, et ainsi de suite. Ou même, t'as pas 100 000, t'as juste 25 000 ou t'as juste 10 000. Ben parfait. Pourquoi tu vas pas mettre 2 000 dans un immeuble, 2 000 dans un autre immeuble? Puis ça te permet tout de suite de commencer à investir. Ça ouvre le marché pour les gens qui n'ont pas de temps, donc des gens d'affaires, des médecins, des dentistes. Ça ouvre le marché pour les gens qui n'ont pas 100 000, 150 000 qui traînent, donc 90% de la population, ultimement. Tu sais. Et ça ouvre le marché aussi à la mondialisation. Parce qu'exemple, tu es en Chine, j'ai beaucoup d'amis chinois, j'ai beaucoup de clients chinois, ils veulent investir en immobilier ici en Amérique du Nord. Hey, c'est compliqué en baptême, ça. Faut qu'ils viennent en avion, inspecter l'immeuble. Tu sais, c'est pas un processus qui est streamliné. Mais imagine, t'es à Hong Kong ou t'es à Ho Chi Minh City, t'es à Paris, t'es à Munich, puis tu dis j'aimerais ça investir dans l'immobilier aux États-Unis ou au Canada, ben, tu vas aller sur ton application. Tu vas voir tous les immeubles dans lesquels que tu peux investir. C'est qui est le promoteur qui est en charge de l'immeuble ou l'investisseur chef. Et là, tu vas pouvoir peut-être même acheter juste des parts des immeubles, tout faire les transactions directement sur ton cellulaire et suivre en temps réel les immeubles. Ça, c'est le endgame. C'est une grosse affaire. On parle ça va prendre encore un bon 5 à 8, peut-être même 10 ans à bâtir ça. Mais c'est bon d'avoir une vision de grandeur. C'est ça. C'est la vision de grandeur. C'est ça. Puis je suis curieux, Nick, dans le développement de cette technologie-là, est-ce que vous faites ça à l'interne ou vous outsourcez le développement technologique de cette plateforme que vous êtes en train de bâtir? Tout à l'interne. Ah, ouais. Intéressant. Fascinant même. Nick, honnêtement, tu as des talents de storyteller assez exceptionnels. Puis tu rends les podcasts faciles parce qu'on pose quelques questions puis tu pars puis moi je t'écouterais parler de ça pendant des heures et je suis pas mal certain que c'est la même chose avec les gens qui nous écoutent. Avant de te laisser filer, j'ai des petites questions personnelles que j'aime tout le temps essayer d'en apprendre un petit peu plus. Tu es un ancien joueur de hockey, tu as fait beaucoup de performances, sport, tout ça. As-tu des routines spécifiques le matin, le soir, le midi pour te garder vraiment focus dans ce que tu vas accomplir? Je te dirais que pendant bien des années, mettons, pendant au moins 5 à 8 ans, j'ai perdu pas mal toutes ces habitudes-là. J'ai eu 3 jeunes enfants back-to-back en 3 ans et demi.
avec ma conjointe. Moi, je les ai pas eus, là, c'est elle qui les a eus. Mais... j'ai eu les grossesses sympathiques, mais j'ai pas eu les pertes de poids suite aux accouchements. Puis c'est sûr que là, scaler des entreprises à la vitesse que je les scale, on s'entend qu'à quelque part, il y a quelque chose qui lâche. T'as comme pas tu sais, t'as comme pas le choix de sacrifier quelque chose à quelque part. Là. Tu sais, je veux dire, c'est soit du temps avec ta famille, c'est soit du temps dans ta business, c'est soit du temps sur ta santé. Ben moi, dans les 3 choix, ça a été sur ma santé. Fait que je me suis laissé aller d'un point de vue santé, mais ça reste que j'ai toujours eu des routines et là, de plus en plus, je les ai repris, ces routines-là. Le plus possible d'essayer de me lever tôt, faire de l'exercice, au moins une demi-heure à 1 heure d'exercice, faire de la lecture minimalement 10 minutes à 30 minutes par jour, méditer, faire attention à mon alimentation, je te dirais. C'est vraiment les routines que j'essaie d'instaurer. J'ai pas toujours réussi à instaurer, mais définitivement, c'est les ancrages que quand je les instaure, c'est clair que je finis par être un meilleur entrepreneur, un meilleur dirigeant d'entreprise, une meilleure personne aussi. Là. Ça, c'est clair. Ah ouais, c'est tout ce que tu es capable d'investir un petit peu plus au niveau de ta santé va par la suite avoir un impact positif sur toutes les choses dans ta vie. Tu sais, si tu manges mieux, si tu t'entraînes mieux, si tu prends soin également d'entraîner ta santé mentale. Beaucoup de gens oublient ça. On veut mettre du temps sur notre corps, on veut mettre du temps sur notre cardio. Bref, on veut être en meilleure santé physique. Mais tu le dis, méditer. Moi, je suis un grand fan de la méditation. Je médite de 15 à 20 minutes chaque jour avant de commencer à travailler ou de faire des activités spécifiques. Ça change tout. Ça change tout. Je veux dire, le focus que tu vas prendre après ça, le calme que tu as également suite à des périodes de méditation, tu es beaucoup plus serein. C'est très important. Je pense que, surtout pour les gens qui nous écoutent, qui sont du monde en business, la méditation est quelque chose que tout le monde doit avoir. Puis je lisais un truc qui disait qu'à un certain point, dans quelques années, de 10 à 15 ans, la méditation va devenir aussi instaurée dans notre quotidien que se brosser les dents. Tu sais, ça va juste devenir une chose que tout le monde va faire tous les jours parce que prendre soin de son cerveau, c'est important. Ben, ça devrait l'être. Sauf que la méditation, c'est l'allégorie avec le brossage de dents, c'est parfait parce que le problème avec la méditation, c'est que tu vois pas les résultats tout de suite. Et exactement. Les non-résultats ou les résultats négatifs de ne pas le faire, tu les vois pas tout de suite non plus. C'est un peu comme se brosser les dents. Quand tu te brosses les dents, tu vois pas les résultats tout de suite d'avoir une belle dentition. Puis si tu arrêtes de te brosser les dents, ça sera pas tout de suite que tu verras que tu vas voir que tu n'as pas une bonne dentition. À un moment donné, ça va te frapper en pleine face. Je pense que c'est là que la santé mentale, ça, c'est probablement une des affaires les plus dures pour les gens qui sont en affaires, qui sont entrepreneurs, de prendre du temps pour soi, puis de le faire. Puis c'est parce que souvent, les entrepreneurs, c'est des gens qui aiment créer, qui aiment donner. Tu sais, même si souvent on est vu comme des gens qui sont égocentriques, puis on veut bâtir, on va avoir des grosses entreprises, on va faire du gros cash. La vérité, c'est que si t'es en affaires depuis bien longtemps, là, je doute que la réelle motivation, c'est le cash, le prestige, puis la reconnaissance, honnêtement. Tu fais autre chose. Je comprends. Tu fais autre chose. À un moment donné, tu finirais par te tanner puis te brûler. Là. Tu sais, c'est impossible. En tout cas, je pense pas que c'est possible, moi, selon mon expérience. Là. Mais c'est incroyable à quel point on se délaisse. C'est difficile, puis ça revient aux enfants. Puis c'est comme, tu sais, dans un avion, ils disent tout le temps, là, si t'es avec tes enfants, mettez jamais le masque à vos enfants en premier si l'avion se met à aller mal. Faut que vous le mettez à vous-même parce que sinon... il n'y aura personne pour s'occuper de vos enfants. Puis c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat. Si tu t'occupes pas de toi-même, il n'y aura personne pour ensuite s'occuper de l'entreprise, puis des clients, puis des employés, puis de ta famille, puis tous les gens qui dépendent finalement de ta réussite, de ta discipline, puis de l'effet que tu as sur ton environnement immédiat. Ah, définitivement. Parlant de petites questions personnelles, tu disais que tu lis un peu. Ça a été quoi qui a gardé ton esprit, on va dire, concentré et occupé au niveau de la lecture dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Je lis beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que je lis beaucoup de choses de développement personnel. Peut-être un peu moins ces temps-ci. Ça va par phase. Il y a un livre en anglais, je sais pas c'est quoi le nom en français, c'est The Untethered Soul. C'est vraiment un livre que je relis souvent, des bouts d'ici puis là, un peu à la style Eckhart Tolle. Le gars qui a écrit des Untethered Souls, c'est un ancien, d'ailleurs, PDG de tech startup des années 80, là, avant que la tech startup existe. Là. Puis il a vendu sa business pour bien de l'argent, puis après ça, il s'est fait poursuivre aux criminels, puis il s'en est sorti finalement parce que c'était pas vrai, c'était des compétiteurs qui avaient essayé de le détruire, puis c'est vraiment un livre incroyable, surtout dans les moments de stress, puis de difficultés, puis d'obstacles. Sinon, ben, c'est sûr que je lis beaucoup, beaucoup de livres très techniques en finance puis en économie. Puis des fois, des petites lectures plus légères. Là, les livres de Tim Ferriss, là, les 2 derniers qui sont sortis, Tools of Titans puis Tribe of Mentors. La petite lecture légère que t'as pas vraiment le goût de lire, t'es un peu brûlé de lire, puis t'as déjà trop de choses en tête, tu prends ça, tu lis 1, 2, 3 pages, tu sais comment, ça vient de me ramener un peu
puis il y a telle affaire que j'avais oublié de faire ou que je pensais plus à ça. Puis ça te ramène un peu vers ton centre. Intéressant. Puis tu es un créateur de podcast aussi. Tu as un récit, tu as également fait récemment Enjeux immobiliers pendant la période spécifique de COVID. J'imagine que ça va continuer également. Oui, ça va continuer. Je vais le lancer aux États-Unis aussi, puis au Canada en anglais. Les proprios également, retour sur investissement. Et récemment aussi lancé une émission sur YouTube qui s'appelle L'immobilier déchiffré. Puis là, c'est ça. Tu fais beaucoup de contenu. En consommes-tu? J'en consomme. Des podcasts. Pas énormément, honnêtement. J'écoute beaucoup de livres audio sur Audible. Quand je marche le matin ou quand je fais un peu de jogging. En voiture, j'alterne beaucoup entre des livres audio, de la musique et des fois des podcasts. Tu parlais tantôt des podcasts de Joe Rogan, ça j'aime bien ça. Pendant un bout de temps, j'aimais bien Gary Vaynerchuk. J'ai fini par me tanner ou j'ai fini par passer à autre chose. J'aime beaucoup écouter surtout des gens du domaine de la haute finance et de l'économie, tu sais, Ray Dalio, Howard Marks, tous les gens de la firme Hedgeye, beaucoup de grands économistes. C'est sûr que je suis plus là-dedans, si on veut. Puis des fois, j'essaie de changer de beat un peu. Récemment, je me suis remis à écouter le podcast de Aubrey Marcus, qui est un peu plus style spirituel, grano, fucké, santé, c'est ça. Mm-hmm. Je suis assez éclectique comme être humain. Mais c'est correct, mais c'est parfait. Puis de toute façon, ça s'est vu dans tes entreprises. T'es passé d'un domaine à un autre. J'imagine que c'est pas la dernière fois. Tu risques d'aller éventuellement toucher à d'autres domaines parce que c'est ça. T'es davantage un bâtisseur que quelqu'un qui veut juste se spécialiser, on va dire, dans un produit puis rester là-dedans. T'aimes plus arriver dans un environnement, bâtir une fondation, bâtir quelque chose qui peut grandir à travers le temps. Ah, c'est clair que le jour que MREX va être là où est-ce que j'envisage et je visionne l'emmener, lorsque je sortirai de tout ça entièrement ou partiellement parce que je l'aurai amené au maximum de ma capacité, c'est clair que je me vois, si on veut, dans le twilight de ma carrière d'adulte, d'entrepreneur, tout ça, je me vois beaucoup venir peut-être conseiller et travailler comme mentor et peut-être comme investisseur dans plusieurs entreprises innovantes, là, un peu style Dragon ou un Shark. C'est sûr que je me vois faire ça peut-être plus dans ma fin quarantaine, cinquantaine. Là, je pense que je vais être rendu là. En tout cas, tes affaires vont bien en ce moment. Félicitations pour tout ça. Félicitations de t'être relevé. C'est pas tout le monde qui sont capables de se relever des enjeux aussi intenses que tu as eu. Félicitations pour ça. Je pense que c'est tout à ton honneur. Puis, avant que je te laisse filer, Nick, tu parlais d'éducation. Tu as des cours en face à face, tu as des cours en ligne également. Comment que les gens peuvent en apprendre un petit peu plus sur MREX? Écoute, mrex.co. C'est notre site web. On est en train de le refaire au complet, par contre. Mais sinon, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de MREX, je pense que c'est une ressource en elle qui, écoute, t'as probablement l'équivalent d'un bac en immobilier là, juste sur la chaîne YouTube, qui est entièrement gratuite. Page Facebook, LinkedIn également. Sinon, on a aussi le collège, le e-campus du collège MREX. Donc, tous des cours en ligne, facilement digérables, assez de courte durée, autant pour les débutants, les intermédiaires. Donc, ça, c'est au www.formationenligne, tous au singulier, formationenligne, mrex.com. Et sinon, je suis assez présent partout, là, Facebook, LinkedIn, Instagram. J'essaie de l'être, là, ça dépend de mon humeur. Je mettrai dans les notes du podcast les liens pour avoir accès à tout ça. Nick, merci énormément d'avoir été sur Hypercroissance aujourd'hui. Je pense que ton parcours, ton histoire a été fascinante, puis il va être capable de donner également espoir et de l'ambition à des gens qui sont peut-être dans des périodes plus complexes en ce moment. C'est pas, on vit, là, on enregistre le podcast au 30 juillet 2020. Certaines entreprises ont eu des enjeux particuliers avec la COVID-19, sont peut-être, en tout cas, on le souhaite pour les gens là, qui soient pas dans des environnements autant précaires que tu l'as été, mais on le sait jamais, de leur redonner espoir dans tout ça, parce que c'est exactement des enjeux comme ça que tu as vécu puis tu as été capable de te retourner assez rapidement. Je pense que c'est là que tu te défies comme entrepreneur. Tu te définis comme entrepreneur, puis si je peux laisser les gens sur un message, smooth seas don't make for a good sailor. Les mers calmes ne forment pas les marins. Excitez-vous, essayez de vous exciter par tout ce qui va mal, puis tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Puis je pense que si tu es un entrepreneur, même pour ta vie au complet, si tu es capable de te mettre dans un mindset, de changer ta perception, de t'exciter devant ces choses-là, il y a rien qui peut t'arrêter.
Merveilleux. Ben, j'adore. Ben, sur ces sages paroles, Nick, je te remercie encore. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Si vous aviez besoin d'inspiration pour combler un enjeu spécifique dans votre entreprise, j'ai l'impression que l'épisode d'aujourd'hui était parfait pour ça. Nick, qui a le don de raconter des histoires comme peu de gens que je connais, est l'exemple parfait que chaque défi peut être relevé si notre mindset est au rendez-vous. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com. Donc AGAGNE @J le chiffre 7 media au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.